Donc ici, vous avez Marie Curie qui a découvert le radium. Et donc le radium, on va en parler tout de suite. Une classification périodique. Où est-il et à quoi nous sert-il? C'est un alcalino-terreux, donc c'est un analogue au barium, au strontium, au calcium, au niveau du comportement, puisqu'il y a la colonne 2. Et il y a 4 isotopes du radium dans l'environnement. Je vais vous les présenter tout de suite. Donc c'est les familles de radioactivité. Et vous avez le thorium 230 qui va donner du radium 226 qui est caractérisé par une période de 1600 ans. 1600 ans, c'est un tout petit peu plus que le temps de mélange des océans. C'est quand même une période assez longue à l'échelle de l'océanographie. Celui-là, qui a une période de presque 6 ans, le 228, donc là qui va être plus sur utile pour des dynamiques de tracer des processus qui sont finalement très très bien, vous allez le voir à l'échelle de l'océan. Et là, quand on tombe sur le 224 et le 223, c'est ce qu'on appelle les radiums courts. Donc là, vous avez les radiums longs et les radiums courts. Les radiums courts, 4 jours et 12 jours, vous imaginez qu'on est dans des processus côtiers ou de surface extrêmement rapides. Donc, The Radium Quartet, chacun dérive de la désintégration d'un isotope de thorium. Le radium va avoir un comportement assez curieux parce qu'il s'absorbe sur les particules dans les eaux douces, mais dès qu'il est dans les eaux de mer, il est mobile. Si vous avez compris ce que je vous ai raconté tout à l'heure, le thorium, lui, il est immobile. Il est dans les sédiments, il est bloqué dans les particules, il échange un petit peu dans la colonne d'eau, sinon on ne ferait pas de l'absorption réversible, mais c'est un élément insoluble. Et son fils dans l'eau de mer est soluble. Donc on est dans un schéma inverse de l'uranium, qui est soluble, qui produit thorium qui est insoluble. Donc de nouveau, on a un déséquilibre, parce que si le radium il était insoluble, il resterait dans la particule et il ne se passerait rien. Mais comme dès qu'il est produit, il quitte la particule, il va être très intéressant parce que près des sédiments riches en radium, près des côtes, il va se charger grâce au thorium, il va être produit en quantité, et là, il va partir en mer, il va être mobile dans les eaux salées. Il n'est pas réactif, et les concentrations vont être utilisées près des côtes pour tracer des mécanismes dont je vais vous parler, et elles sont basées dans l'océan. Donc le principe de ces 4 isotopes, les 4, alors chimiquement, les 4 isotopes du radium, ces mêmes éléments chimiques vont se comporter de la même façon, même principe que pour le thorium. Vous avez la côte, vous avez un plateau puis une marge océanique, vous avez du radium dans les sédiments, enfin du thorium qui va donner du radium, et ce radium va partir vers la mer. Et vous avez aussi, on l'a vu hier, du fer, vous avez aussi des tas d'autres éléments chimiques, et le radium va aider terriblement à comprendre ce qui part, même si ce n'est pas le même comportement chimique, il va nous aider à marquer ici, c'est comme un colorant, et en plus c'est un chronomètre, c'est-à-dire qu'il est riche dans ces eaux-là, et au fur et à mesure, à la fois par mélange et à la fois par radioactivité, décroissance radioactive, il va nous permettre de dater l'âge des masses d'eau. C'est une décroissance, on va voir ensemble. Donc les eaux qui vont être au-dessus des shelves sont enrichies, le radium il est transféré par advection et diffusion, qui va nous aider à estimer un âge apparent. Pourquoi apparent? Parce que s'il y avait que la désintégration radioactive, l'eau elle est là, elle ne bouge pas, on voit l'âge qui diminue, là on a un vrai âge de l'eau. Mais le problème c'est que comme elle bouge, il y a du mélange, donc ce qu'on appelle l'advection, c'est la circulation, la diffusion, tout ça, ça va faire du mélange avec des eaux plus vieilles, donc il faut faire extrêmement attention à quantifier ces trucs-là pour avoir l'âge apparent de l'eau. Et on fait quand même, on s'en sert du coup pour quantifier aussi des processus de diffusion horizontale, KH, et de diffusion verticale, KZ. Et donc c'est un traceur aussi de l'apport des autres éléments chimiques. Alors, qu'est-ce qu'on a comme type de profil? Donc petit schéma, là le même, avec d'autres couleurs. Le radium dans l'océan. Vous avez le 226 et le 228. Je vous rappelle que ce sont 2 éléments. Ça et ça, c'est le même comportement chimique. Mais en raison de leur source et de leur période, vous n'allez pas avoir la même distribution. Typiquement, le radium 228 arrive entre autres dans l'océan Atlantique, ça a été fait aux Bermudes. Donc vous avez la colonne d'eau, vous avez l'activité en désintégration par minute. Ah oui, alors, le radium c'est très très dangereux, mais vous pouvez vous baigner, mais ça a beaucoup moins que le phytoplancton par litre d'eau. C'est la désintégration par minute par 100 kg d'eau. Donc là encore, il faut être capable de prendre des gros volumes, mais vous voyez que c'est assez intéressant. Qu'est-ce qu'on voit? On voit ici
L'activité en surface qui est forte, parce qu'il y a des apports atmosphériques, donc des apports de matière qui sont riches en thorium, donc qui amènent du radium-228. Après, il n'y en a pas de production dans cette colonne d'eau, et après vous avez le sédiment qui est riche en thorium, qui va produire du radium. Ce radium va s'échapper, et donc on le voit augmenter. On voit la même chose pour le 226, sauf qu'ici, c'est beaucoup moins clair, parce qu'à raison de sa période, il s'est beaucoup plus homogénéisé dans la colonne d'eau, il est relativement conservatif. Échantillonnage, parce que c'est quelque chose d'important. Donc je vous avais parlé de l'atogramme tout à l'heure, c'est avec le radium-228 que j'ai découvert l'atomol et l'atogramme. Je savais jusqu'à fin de taux que c'était 10-15, mais avec Peter, on a appris que 10-18 c'était l'atto. D'ailleurs, j'ai oublié les deux T tout à l'heure. Donc le 226 est relativement abondant par rapport au 228, comme vous voyez ici, 5 à 10 intégrations par mètre par 100 kg. Mais dans tous les cas, c'est quand même pas terrible. Et donc il faut prendre de gros volumes d'eau, à la fois pour mesurer le dissous, pour mesurer les particules fines, pour mesurer les particules grosses. Et donc vous avez ici une photo un peu de tout ce que l'on fait en mer. On prélève l'eau avec l'instrument de base de l'océanographie qui s'appelle une rosette, c'est une couronne de bouteilles de volume variable, enfin en général elles font 12 litres, et puis qu'on envoie tout au fond, et après on les referme pour capter de l'eau aux différentes profondeurs au fur et à mesure qu'on remonte, et on commande ça depuis le bateau avec un câble qui permet de donner des ordres aux différentes profondeurs. Donc on va avoir les eaux qui vont revenir. Pour faire ce genre de profil, il faut bien qu'on ait pris de l'eau là, à toutes ces profondeurs-là. Donc c'est ce qu'on fait. On décide, voilà. Ensuite, voilà, on a des bidons, et de ces bidons, on va extraire sur des cartouches chargées en manganèse du radium, les oxydes de manganèse étant extrêmement efficaces pour attraper le radium dissous qui se trouve dans l'eau. On peut aussi utiliser des pompes qui permettent de filtrer les gros volumes, des pompes in situ, et on peut aussi mesurer le radium dans des pièges à particules dont je vous ai déjà parlé. Donc ça, c'est les... Et après, alors ça, c'est la grande fierté maison à Toulouse. Alors, pour compter la faible radioactivité, il ne faut pas être dans une pièce comme celle-ci, car vous êtes soumis, nous sommes tous soumis aux rayons cosmiques. Les rayons cosmiques vont amener de la radioactivité naturelle qui risque de perturber terriblement le signal de très faible radioactivité qu'on veut attraper à 3000 mètres de fond dans l'océan Pacifique, par exemple. Donc on se met dans un tunnel. Alors il y a Peter et l'université de Paris 6 et Jean-Louis Reiss en particulier ont beaucoup utilisé le tunnel de Fréjus, dans lequel il y a un laboratoire souterrain qui s'appelle le laboratoire souterrain de Modane et qui est sous 2 km de cailloux relativement calcaires. Mais nous avons une petite réplique en banlieue, en grande banlieue, puisque non, c'est pas du tout la banlieue, c'est la campagne, c'est l'Ariège. Alors voilà, nous avons un tunnel, vous avez une voiture ici, sous une montagne. C'est un tunnel de l'EDF, c'est un tunnel qui est là pour, au cas où il y a un gros problème sur un barrage, il y a une sortie de secours. Ça n'a jamais servi comme sortie de secours, et l'EDF, il y a un container au fond de ce tunnel, donc qui protège des radioactivités. Dans ce container, il y a des compteurs, et donc Peter a installé une annexe du Légos là-bas. On est à 80 km de Toulouse, au pied des Pyrénées. C'est un endroit très très joli. Et donc c'est à Ferrières, dans l'Ariège, 80 mètres de cailloux au-dessus du labo, va protéger de la radioactivité. Et donc en fait, le but, alors voilà, ça c'est la porte du tunnel vue depuis l'entrée pratiquement de la GECO, c'est la GECO, et ça c'est des systèmes de comptage. Et ce qui est important, le but c'est d'avoir le background, c'est-à-dire les comptages de rayons cosmiques les plus faibles possibles, c'est-à-dire avoir le bruit de fond le plus faible possible, pour pouvoir détecter la radioactivité naturelle de l'eau de mer et des particules que l'on ramène. Et donc vous avez ici les laboratoires de surface, voilà le nombre de coups qu'ils reçoivent, et voilà Ferrières, les laboratoires profonds sont évidemment bien plus efficaces. Et ça, je crois que c'est Modane, c'est Modane. Modane est sous 2 km de roche, donc le bruit de fond est vraiment exceptionnel. Mais bon, celui de Ferrières est très très bon. Voilà, encore, celui de Ferrières. Donc les labos de surface, les labos profonds, il vaut mieux être sous une montagne que sur une montagne.
Ça, c'est pour compter le radium-228, le radium-226, et puis tous les petits cousins, tous les petits frères, etc. La radioactivité naturelle, vous avez vu les familles radioactives de l'uranium, du thorium, etc. Ça ouvre des capacités d'analyse de l'environnement absolument exceptionnelles d'avoir un outil comme le petit labo de Ferrières, qui prend de l'importance d'ailleurs régionale. Au début, c'était vraiment le bout du tunnel, mais là, maintenant, c'est devenu quelque chose d'important. Quand on veut mesurer les trucs qui désintègrent en 11 jours ou en 4 jours, on est obligé de le faire à bord, et donc c'est un autre système qu'on embarque. Et là aussi, un même principe, on va passer l'eau sur des cartouches et avoir un contrôle du rendement pour essayer de ramener des informations. Mais là, on ne peut absolument pas se permettre de les renvoyer à terre, parce que quand une campagne en mer dure 47 jours, comme celle qu'on vient de faire, quand on a des machins qui désintègrent avec une période de 4 jours, on les a perdus quand on arrive à la maison. Je vais vous montrer des applications. Alors par exemple, le mélange de l'océan. Donc ça, c'est un travail qui a été publié dans Nature par Moore, qui a vraiment initié la mesure du radium et son utilisation dans l'océan. Et donc, ça, c'est des stations. Alors vous êtes à Charleston, vous êtes le long de la côte des États-Unis. Et vous avez l'upstream qui passe ici, et là il y a un plateau, et il y a eu des sections qui ont été faites avec des mesures de radium. Et là, on est dans le même schéma, mais pas au même endroit, on est au Brésil. Le long de la côte brésilienne, vous avez aussi un courant marin qui passe, et là vous avez le plateau, et vous allez voir les comptages de radium, ce qu'ils ont donné. Les deux sont regroupés sur cette courbe, parce que c'est deux endroits où ça a très bien marché en fait, et c'est Peter qui a fait cette reconstitution. Donc, vous avez ici la distance offshore, c'est la distance entre la côte, où c'est très chargé, et puis vous allez plus vers le large, et vous avez l'activité de radium, et vous voyez 228, celui qui a une décroissance de 5, une demi-vie de presque 6 ans, et vous voyez que vous avez une diminution quand vous allez vers le large avec un gradient de 1,5 dpm par mètre cube et par kilomètre. Eh bien, on utilise ça. Alors, là encore, avec la variation va dépendre, donc le changement de la concentration d'activité, ce qu'on vient de voir avec le temps, c'est une fonction de la distance pour l'élément radioactif, puisqu'il s'éloigne, donc il y a la distance, et pour la parcourir, il faut un temps donné, ce temps va affecter la radioactivité, avec une constante de radioactivité. Et donc, c'est un équilibre entre le transport horizontal et le mélange et la désintégration, bien sûr. Et donc là, on a mis ces termes-là, ça c'est la diffusion, ça c'est l'advection, c'est-à-dire la diffusion, c'est un mélange en océanographie, c'est un mélange en 2 dimensions, c'est pour ça qu'on est au carré, et c'est l'agitation, en fait, si je peux. C'est pas la diffusion moléculaire, elle va pas loin du tout, la diffusion moléculaire, c'est plutôt la diffusion turbulente que l'on regarde. Et l'advection, c'est le transport de la rivière, dans la rivière sous la mer. Donc le fleuve qui va dans une direction, et ici vous avez la désintégration. Et s'il n'y a pas d'advection, hypothèse, non, parce que l'advection c'est un peu chiant. Donc vous pouvez avoir une approche de la diffusion horizontale. Donc je vous ai promis que je ne passerai pas des heures à raconter toutes ces histoires d'équations, mais en utilisant ici la radioactivité... j'ai fait une erreur tout à l'heure. Ça c'était... non, je ne me trompe pas. Ça c'est avec le 223, ça c'est avec le 224, ça c'est encore avec le 224 et c'est avec le 223. Ça c'est le transect 1, c'est-à-dire au nord des États-Unis, ça c'est le transect 2, c'est-à-dire côté Brésil. Et vous avez ici des relations qui sont remarquables quand même, d'évolution de l'activité en radium-224 court, en radium-223 court, et puis de ces deux radiums courts, qui permet de déterminer des coefficients de diffusion horizontale, et donc de quantifier, et c'est ça qui est important avec cet outil-là, comment les éléments chimiques qui quittent la côte au contact de la mer, pour une raison ou pour une autre, vont être transportés vers le large par ce phénomène de diffusion horizontale. Et en fait, ça va très très vite. Ça fait à peu près 336 mètres carrés par seconde, donc c'est quand même un phénomène qui est très très fort et donc que l'on peut quantifier. Ensuite, ce que font mes collègues,
c'est qu'ils vont transformer ce flux de radium, là aussi, c'est comme pour le thorium, on a vu tout à l'heure que les flux de thorium c'était pas mal, mais on est content de faire des flux de carbone ou des flux d'éléments chimiques à côté. Les flux de radium, on est content de les transformer en flux d'eau, par exemple, pour avoir le vecteur de l'eau, donc le flux de radium transporté sur une couche de surface d'une épaisseur de 10 mètres, va représenter un flux comme ça, et puis il le calcule sur 240 km, et après il va convertir ça en flux d'eau qui sont transportés depuis la côte vers le large. Je vous montrerai après ce que c'est en termes de SGD. Une application de ce radium donc à Khéops, puisque je vous ai dit au début que en fait le radium aide aussi à comprendre le transport d'autres éléments chimiques et en particulier le fer. Alors Khéops, c'est une opération de longue haleine, puisqu'il y a eu une première campagne en mer en 2005 et il y a une deuxième campagne en mer en 2010, à 2 saisons différentes, qui ont été organisées par les deux sous la houlette de Stéphane Blin, de Banyuls. Et la question qu'on se pose dans ce projet-là, donc j'étais partenaire, enfin le LEGO c'était très fortement partenaire, on avait écrit le projet ensemble, etc. C'est vous êtes au milieu de l'océan Indien Sud, ici, vous avez les îles Kerguelen, et alors qu'on est dans une région très pauvre en productivité, et alors qu'il y a beaucoup de sels nutritifs disponibles, ce qui est représenté ici par la concentration de phosphate, il y a des phosphates, il y a des nitrates, il y a de l'azote, il y a tout ce qu'il faut, mais ça ne grandit pas, ça ne pousse pas. Non. Et en fait, à proximité de Kerguelen, il y a une très belle floraison planctonique régulière tous les ans. Et la question, c'est qu'est-ce qui génère cette production? Est-ce que ce sont des flux de matière qui viennent de l'île? Est-ce que c'est les flux atmosphériques? L'origine de ce fertilisant naturel, qui est très probablement le fer, pourquoi l'hypothèse c'était le fer? Parce que quand vous êtes dans des régions comme celle-ci, où il n'y a pas de production primaire, alors que vous êtes très riche en phosphate, en nitrate, etc., on avait découvert entre-temps, par rapport au début à Nosaki, etc., on avait découvert que, en particulier grâce aux travaux de François Morel, que le fer, le nickel, le cuivre, le cobalt, etc., ce sont des coenzymes. Je ne sais pas qui a montré l'image hier, c'était Bruno, c'était pas François. François il a juste montré celle du fer. Il y a eu une autre image qui montrait qu'en gros, sans les métaux, la vie ne se ferait absolument pas dans l'océan. Et donc, alors là on parle du fer, mais en fait, à chaque fois qu'on dit fer, il faut penser que derrière, il y a cobalt, nickel, cuivre, etc. Ce sont tous ce qu'on appelle maintenant aujourd'hui des micronutritifs. Et il fallait comprendre pourquoi on était dans des régions où il y avait beaucoup de sels nutritifs, on avait un potentiel de prairie normande et on avait un désert de type Sahara. Et en fait, c'est parce qu'il manque ces micronutritifs, parce qu'on est dans des régions extrêmement éloignées des continents. Sauf que, par endroits, comme ici, on montre cette image de chlorophylle, près des îles en particulier, là, il y a de l'activité biologique. Alors l'approche, on était dans les années 2005, donc on était sortis de chacun son traceur, on s'est dit, si on veut y comprendre quelque chose, il faut des traceurs de dynamique des particules. Donc je viens de vous décrire assez longuement les thoriums, thorium 234, 230, on les a fait. Le protactinium, on l'a fait aussi, je suis passée au-dessus. Traceur, on va le voir dans la dernière partie du cours, on va parler du néodyme quand même. Et puis, traceur de masse d'eau avec le radium. Et puis, évidemment, on a fait toutes les mesures de micronutritifs, etc. Alors, bon, je passe sur celle-là. Le radium dans l'océan, c'est comme par tout à l'heure, il n'y en a pas. Le radium, voilà, radium 228 dans 0,3. C'est juste pour montrer qu'il n'y en avait pas et qu'il n'y avait pas beaucoup de données. Et donc, on s'intéresse à cette région ici. Voilà. Et la première campagne Khéops 1, donc il y a eu 3 sections de fêtes sur le plateau des Kerguelen. On a occupé une station en amont du plateau des Kerguelen, la station Kerfix, et pour avoir une station de référence de courant, le courant il arrive de l'ouest et il part comme ça. Et donc quand il se heurte à ce gros plateau, on voit ici qu'il y a une grosse floraison planctonique. Le rouge, c'est quand il y a beaucoup de chlorophylle. Le bleu, c'est quand il n'y en a pas beaucoup. Vous voyez que dans le désert autour, il n'y en a pas. Kerguelen est ici. Et vous voyez qu'il y a une grosse floraison planctonique ici. Et puis après, ça s'évanouit, il y en a moins. Donc on a sillonné
ce plateau sur 3 sections. Et j'insiste un peu sur le fait que ce plateau s'étend entre l'île de Heard et Kerguelen. Alors il faut vous imaginer ce qui se passe quand vous êtes dans l'eau. C'est une eau qui arrive de l'ouest et il y a 5 km de profondeur, 4 à 6 km de profondeur en amont. Puis d'un coup, il y a un plateau et là, il y a que 500 mètres de profondeur. Vous arrivez sur, même pas les Pyrénées, c'est pas mal hein, l'image des Pyrénées parce que c'est la plaine, puis d'un seul coup, il y a une montagne, mais la montagne fait que 3000 mètres. Alors que là, la montagne fait encore plus que ça, puisqu'on part de 4-5 000 et puis qu'on arrive à 500 mètres. Donc ça fait quand même un gros obstacle. Alors le courant, qu'est-ce qu'il fait? C'est un très très gros courant. Il va passer, les eaux, elles ne grimpent pas. D'abord, ça ferait un gros paquet d'eau qui grimperait par-dessus, donc elles font le tour. Mais il y en a quand même une partie qui arrive très pauvre, et puis qui passe sur l'île, et puis qui va s'enrichir. Il faut comprendre l'origine de cette fertilisation. C'était l'objectif de Khéops, et donc pendant Khéops, on a fait ces 3 sections. Et ce plateau, il s'étend entre 2 îles, celle de Kerguelen qui est assez grosse, et celle de Heard qui est beaucoup plus petite ici. Et donc, ce que Peter a vu à la station A3, ici, qui est la première qu'il ait mesurée, avec une barre d'erreur assez importante, mais quand même, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu une première chose, c'est qu'il y avait très très peu de radium-228 au fond. Et qu'au contraire, il y avait ici, dans les eaux de surface et de subsurface, les 100 premiers mètres, du radium-228. Le problème, c'est qu'on est ici. On n'est pas... Donc, d'où vient ce radium riche qui ne peut... Il n'y avait pas les apports atmosphériques en radium. Il ne pouvait pas expliquer le radium-228. Donc, d'où vient-il? En particulier, il ne vient pas du fond. Et ça, c'était quand même un résultat assez important. En fait, il a fait plusieurs profils. Alors, on s'arrête un petit peu sur cette diapositive. Ici, c'est Kerguelen, Heard, le plateau. Vous avez le radium qui s'enrichit au contact d'une masse d'eau avec la marge. Donc, à Kerfix, pas de radium en surface, pas de radium-228 en surface, et puis un tout petit peu au fond, parce qu'il y a le sédiment qui en crache un petit peu. On est là. Puis après, sur le plateau, en fait, lorsque vous êtes aux stations C1, ici près de Heard, vous avez un enrichissement. Alors attention, on est sur 140 mètres ici, et après on est sur 500 mètres de profondeur. On est juste là, c'est un zoom sur la couche de surface, parce qu'à proximité de Heard, il n'y a pas beaucoup de fond. Donc, on voit que par rapport à ce bruit de fond ici, rouge, vous avez un enrichissement en radium. Et puis vous ramenez ces 140 mètres ici, vous le retrouvez à C5, qui est ici, la station là. Puis après, vous le retrouvez à A3, cet enrichissement. Et la seule possibilité, c'est qu'il vienne de là. Pourquoi? Parce qu'ici, il y a un front polaire qui barre, alors on va voir que ce n'est pas totalement étanche, mais enfin qui barre l'arrivée de sédiments, enfin de radium enrichi d'origine de Kerguelen. Et donc, c'est très probablement l'origine de Heard. Et en fait, les modèles de circulation ont bien montré que les eaux, elles passaient là. Donc, ce que Peter a vu avec le radium a bien montré que l'enrichissement qu'on voyait dans les eaux de surface, et probablement les enrichissements en métaux à côté, étaient advectés depuis les pentes de l'île de Heard et non pas depuis le sédiment profond, puisqu'au contraire, le radium, au fond là, à 3, il est très faible, et à C5 aussi, il est très faible, c'est-à-dire qu'il est à la valeur du bruit de fond. Le calcul évidemment qu'on a un chronomètre là avec le 223 et le 228, il a calculé que le temps de résidence sur le plateau est de l'ordre de 1 à 3 mois, ce qui a été aussi confirmé par les modèles de circulation. Et en fait, là maintenant on a les résultats de Fanny Schroeder qui sont publiés depuis. Le fer aussi, on a montré que finalement, grâce à ses travaux, entre autres, qu'il s'enrichissait plutôt au sud et près de l'île de Heard, et qu'après, il allait suivre cette flèche cohérente avec le radium, et qu'en fait, la fertilisation, elle était probablement beaucoup plus due à de l'érosion de cette île, et puis à ce qu'elle lâche comme matériel, et puis à la relargage, alors par un processus dont on pourra reparler, relargage de ce fer depuis l'île de Heard, et transporté avec le radium, avec un chronomètre qui nous dit que c'est transporté avec cette vitesse-là. Un autre résultat qui n'est pas du tout au même endroit, mais qui a été assez fabuleux, qu'on a eu avec l'Antea, donc ça c'est une campagne que j'ai coordonnée, qui s'appelait Amande. Là vous êtes à l'embouchure de l'Amazone. C'est un gros fleuve, 15% des apports d'eau douce à l'océan arrivent par l'Amazone, et avec de la matière et de la matière et de la matière. Vous voyez ici le bleu, c'est une photo satellite qui montre qu'il n'y a pas de particules. Vous voyez la plume de l'Amazone jaune-orange, là, de matière. La matière, il y a des îles entières qui passent. Quand il y a une crue, vous voyez une île qui descend.
Oui, une île, c'est une mangrove qui s'est détachée, puis il y a des singes dedans, là, qui partent en mer. Ils vont être un peu surpris. C'est incroyable ce que l'Amazon transporte. Donc, bon retour. Et là, vous avez donc... et ce qui nous intéressait, c'était d'utiliser ce fleuve, enfin d'utiliser le radium pour avoir le chronomètre du transport de la matière. Parce que nous, ce qui nous intéressait, c'était de voir comment, avec le contact avec l'eau de mer, les particules réagissaient, qu'est-ce qui se passait en termes de libération. Et en particulier, dans le cadre de la thèse de Tristan Rousseau, on voulait avoir aussi la vitesse de transport de cette matière. Eh bien, grâce au radium, vous avez ici l'Amazone. Vous partez à T0 ici. L'H0, c'est quand la salinité de 3 grammes par litre, c'est-à-dire quand le radium est libéré. Puis après, 4 jours, 6 jours, 7 jours, 6 jours. Alors, il y a le courant ici qui va un petit peu plus vite, 8 jours, etc. On a eu un chronomètre réel de ce qui se passait. Donc ça, c'était vraiment extraordinaire pour pouvoir après faire des cinétiques de tous les processus que l'on observait, des cinétiques apparentes, naturelles. Je regarde l'heure. Est-ce qu'il y en a d'autres qui doivent avoir un avion et qu'à un moment donné, je vais être toute seule? Non, c'est bon. Parce que autrement, je change tout encore. Non, c'est bon. Donc, j'ai juste mis... Quand tu veux, je t'arrête. 10h58, on a fait une longue pause. Hein. Donc, quand je veux, ouais, non. Alors, en fait, je vous ai dit tout à l'heure, on retourne à Khéops. Je suis désolée de ce ping-pong, mais cette fois-ci, c'est Khéops 2. Alors, Khéops 1, elle a été faite à l'automne austral, et Khéops 2, elle a été faite au printemps. En 2011, pardon, pas en 2010. Et donc, là, l'idée, c'était de voir le bloom saisonnier, quels sont les déterminants, quelles sont les associations biologiques, etc., etc. Et donc, il y a eu des manips sur Creuset, j'en parlerai pas, j'aurai pas le temps. Mais sur Kerguelen, je vais juste vous montrer quelque chose. Vous avez ici l'île de Kerguelen, vous avez le noir ici, là, c'est le front polaire. Et le front polaire, c'est vraiment une frontière entre les eaux australes, très froides, et puis les eaux subantarctiques un petit peu plus chaudes. Et c'est, quand il y a un front, c'est pas pour rien si on l'appelle comme ça, c'est vraiment un truc qui fait barrière. Alors le physicien de la bande, qui s'appelle Wim Park, nous disait, il n'y a rien qui peut passer entre là et là. Et en fait, le radium, eh bien, il a montré que si. Vous êtes le front polaire ici. Peter, donc, il était à bord, il a fait des mesures comme un fou. Quand Peter est à bord, il prélève, il prélève, il prélève. Et vous voyez qu'en fait, les âges radium, vous avez le front qui est ici. Eh bien, alors, il y a de gris, c'est quand il n'y en a pas. Et vous voyez que quelques échantillons, et ça, c'est imparable. Hein, quand vous avez un échantillon qui vous dit, celui-là, il a 7 jours, celui-là, il a 6 jours ou 5 jours, eh bien, c'est qu'il s'est passé quelque chose, c'est-à-dire que le radium s'est enrichi ici, et il est passé de l'autre côté, ou alors il vient du sud, mais alors il est arrivé très très vite, parce qu'il met plutôt 2 mois à venir du sud. En 2 mois, et donc, bagarre, non, c'est pas possible que ça traverse le front, si, ça doit traverser le front, pourquoi, après tout, puisque la donnée dit que ça traverse le front, alors là, vous avez, c'est confirmé en radium 223 en particulier, celui qui a 11 jours de période, vous voyez que il s'enrichit là, hein, le radium, et ben il traverse le front. Il y en a une partie qui vient du sud. Mais donc il a fallu revoir, en particulier, cette origine de fertilisation. Il y en a probablement qui vient cracher par les rivières. Et Peter est très intéressé par refaire des mesures de radium près de la côte et de radium plus au large. Et il s'est mis dans un programme avec un collègue du JET, Damien Guillaume, pour essayer de mieux encore quantifier cette histoire d'enrichissement en radium, parce que tous les fertilisants vont suivre le radium. Une autre application, c'est Willard Moore qui a donné l'image, ce sont ce que l'on appelle les eaux sous-marines. Et là, je vais probablement vous surprendre avec ce résultat-là, qui a été obtenu aussi avec le radium et qui a fait l'objet d'un papier à nature, dont on parle finalement relativement peu, alors que moi je trouve que c'est un impact quand même important en termes d'océanographie. Alors déjà, qu'est-ce que c'est qu'une submarine groundwater discharge? En fait, c'est des décharges d'eau souterraine. Le principe, c'est que vous avez des précipitations, des infiltrations, et là, vous avez des eaux, la nappe phréatique, mais des fois, la nappe phréatique, elle n'est pas loin de la mer, et quand elle n'est pas loin de la mer, il peut y avoir des sorties d'eau
et en particulier des sorties d'eau sous la surface de la mer. Donc c'est un autre schéma ici, hein, ce qu'on appelle aussi des estuaires souterrains. Alors pourquoi on les appelle Subterranean Estuaries ou SGD? C'est parce que vous avez aussi des recirculations dans la mer, et finalement, ce qui peut sortir ici, c'est pas forcément de l'eau douce, ça peut être de l'eau qui est légèrement saumâtre, voire assez salée, ça dépend des régions où on est. Donc et alors évidemment, ces trucs-là, c'est soumis à la pénétration quand on va à un chantier sur lequel Peter travaille pas mal, qui est le golfe du Lion. Il y a des Submarine Groundwater Discharge à l'E4, c'est juste sous les vignes du coin où il y a des fertilisations en cuivre. J'ai vu la couleur, c'est magnifique. Il y a du cuivre, du sulfate de cuivre en quantité dans la décharge sous-marine. Et donc ce qui est important, c'est à la fois de quantifier les flux de ces eaux, de les détecter. Il faut les détecter, il faut quantifier leur flux et voir en quoi elles contribuent évidemment à ce qui nous réunit tous les océanographes, c'est-à-dire la compréhension de l'océan. Et donc il y en a des très connus, hein, les calanques de Marseille, ce sont des eaux très pures, douces, qui sortent et que l'on voit même par image infrarouge, etc., et qui sont ici, et elles sortent c'est des reliefs calcaires, donc elles pénètrent en profondeur, et les nappes phréatiques sortent à certains endroits, et dans les Tantos, il y en a une aussi, regardez ici. À Cape Cod, vous avez ici beaucoup de submarine groundwater, et après, vous avez aussi même en mer Méditerranée un captage, puisqu'il y a des gens qui s'y intéressent pour l'eau douce. Donc, j'espère qu'on va voir. Enfin bon, c'est pas grave si on voit pas, parce qu'on va pas regarder le tableau dans les détails. Moore, donc avec d'autres collègues, ils ont calculé, ils ont récupéré la distribution de radium-228 à force de la mesurer partout, et pour faire un bilan de ce 228 radium dans tout l'océan Atlantique. Alors c'est le schéma que je vous montre après. Vous avez l'inventaire ici, vous avez tout ce qui peut faire des apports et tout ce qui peut faire des départs. Alors les apports, vous avez l'apport atmosphérique, vous avez les rivières, vous avez les sédiments et vous avez les SGD. Les sédiments avec le thorium qui va produire du radium, etc. On parle du 228, celui qui a une période de 6 ans. Donc ça c'est l'inventaire, et vous avez les départs, donc c'est le coût du compte en banque, hein. Toujours vous avez la désintégration, le mélange, et puis la soustraction, parce qu'il y en a, bien qu'il soit, j'y reviendrai là-dessus avec la barytine en particulier, mais bien qu'il soit conservatif, il y a un tout petit départ par les particules. Et donc ils ont fait le bilan, donc de tout ça. Alors je vais passer là-dessus, je passe sur les inventaires. Je l'avais retiré ça de mon cours parce que c'était trop long. Bon, tant pis. Alors voilà, j'arrive à la balance finale, c'est ça qui compte. Tous les départs, ça fait 3,5 10 puissance 23 atomes par an. Tous les apports, ça fait 1,9 10 puissance 23 atomes par an. Il n'y a pas besoin d'être grand clair. Tous les apports, sauf les SGD. Parce qu'en fait, ils n'étaient pas capables de les quantifier. Donc, pardon, quand je dis tous les apports, c'est l'apport sédimentaire, l'apport des rivières, l'apport des poussières. Et la différence, c'est de l'ordre de presque 2, 10 puissance 23 atomes par an, c'est-à-dire une quantité vraiment importante. Et donc, la différence doit venir des SGD. Et la différence, si vous regardez bien, ici, vous avez 2,5 10 22 atomes par an, c'est-à-dire l'apport des rivières dissoutes. Finalement, les SGD représentent un flux vraiment significatif de radium à l'océan. Et pas que de radium, forcément pas que de radium. Déjà d'une eau dont il faut déterminer si elle est douce, plus ou moins salée. Alors ça, c'est difficile, parce que la SGD, quand même, c'est pas que de l'eau douce. Dans les calanques de Marseille, c'est que de l'eau douce. Mais il y a des endroits où ça va être de l'eau un peu saumâtre, brackish water, etc., et dans laquelle les éléments chimiques, il faut déterminer quel est leur... Mais voilà, le bilan illustré avec un camembert, ce qui est quand même très très illustratif, et bien c'est qu'ils ont besoin de boucler le bilan de l'apport de radium-228 à l'Atlantique avec plus de 55% de participation de ces eaux sous-marines qui se déchargent de façon sous-marine, ce qui reste encore un challenge. Elles sont quantifiées avec le radium, maintenant il faut déterminer quel impact elles ont avec les autres éléments chimiques. Vous voyez que les sédiments et la libération par le thorium, c'est aussi un terme très très fort, et que finalement le flux dissous des rivières et les poussières atmosphériques, c'est très très peu pour cet élément-là au moins. Et donc bien sûr, on a besoin, pour convertir
Ça, c'était le bilan du radium. Pour convertir ça en termes de flux de SGD, de Submarine Cold Water Discharge, en litres par an, c'est la même chose que tout à l'heure. Il faut le flux de radium et évidemment l'avoir mesuré directement dans la SGD pour avoir le flux par litre, de litres par an de SGD qui se décharge. Alors, ils ont mesuré le radium 228 dans différents Submarine Cold Water Discharge, 226 échantillons quand même, dans l'Atlantique. Et à partir de là, ils ont pu faire un calcul que donc le flux de radium mesuré dans les SGD, c'est 100 fois la concentration dans la surface. Donc en fait, il y en a vraiment beaucoup dans ces SGD parce qu'en fait, ce sont des zones qui traversent des sédiments. Dans les sédiments, il y a du thorium qui donne le radium et donc c'est très très enrichi. Puisque c'est vraiment, ça sort d'une grotte hein, quand même. Hein, donc, enfin, d'une grotte avec d'un truc souterrain. Donc ils ont calculé un flux de 2 à 4 10 puissance 16 litres par an. Et il serait équivalent en volume à 80 à 60, c'est-à-dire qu'il double en fait le flux des apports de rivière à l'Atlantique. Donc c'est quand même un résultat très très important parce que la chimie de l'Atlantique va être déterminée par à la fois les apports de rivière, les apports de poussière, etc., mais aussi par ces apports de flux d'eau de sources sous-marines. Voilà. Donc voilà, encore un... Alors, une dernière illustration du radium, je crois. Je ne me trompe pas. Oui, pratiquement. Ça se termine par ça. Donc un traceur multifacette. Hein, moi je dis toujours le radium c'est comme l'aspirine, ça sert à tout. Parce que là on va voir que bien qu'on a dit qu'il n'allait pas dans les particules, il y va un petit peu. Alors je vous rappelle que dans la classification périodique, il est juste en dessous du baryum. Et donc en fait, la barytine... Alors, qu'est-ce qui se passe pour le baryum? Il faut faire un petit tour par le baryum pour comprendre pourquoi le radium est intéressant. On va commencer par... je vais vous résumer ce que l'on a compris aujourd'hui de la formation de la barytine dans l'océan. Alors, c'est exprimé ici, la barytine marine, c'est du sulfate de baryum. Sauf que comme le baryum, il est voisin du radium, et d'ailleurs aussi de strontium, il peut y avoir un petit peu dans la maille cristalline de radium qui se fait attraper au passage dans la barytine. Et pareil dans le sodium. Ça, c'est typique de la géochimie. Hein. On est tout près en termes de... dans la colonne, là. Et donc, on a des voisins, des analogues chimiques qui peuvent échanger, avoir un petit peu de radium. Et vous allez voir que ça a été utilisé, ça, cette propriété-là. Alors, dans la colonne d'eau, comment se forme la barytine? Vous avez du phytoplancton qui se développe en surface, qui va mourir, qui va former des agrégats. Et au sein de ces agrégats, il y a une rencontre possible entre le sulfate qui est très abondant dans l'eau de mer et le baryum que l'on concentre dans ces agrégats pour l'amener à saturation parce que sinon on ne pourra pas fabriquer la barytine et on va précipiter du BaSO4 dans ces agrégats. On entraîne d'autres choses aussi, mais production primaire, dégradation, fabrication d'agrégats et précipitation de barytine. Et là vous avez les petits cristaux de barytine qui sont représentés là. Quand on descend encore plus dans la colonne d'eau, une fois que ça s'est formé, les agrégats vont être attaqués par les bactéries et là, les cristaux de barytine vont exploser donc à une profondeur intermédiaire. Au contraire, la barytine ne va pas témoigner de la production, mais plus de l'attaque de ces particules, de la reminéralisation. Puis il y a des petits cristaux de barytine, comme toujours, qui survivent à l'attaque et qui n'explosent pas dans la colonne d'eau, qui ne sont pas remis... qui sont remis en suspension, mais qui ne se dissolvent pas complètement et qui vont sédimenter. Et donc, on verra, dernier exemple, que l'on peut s'en servir aussi de la mesure du radium dans ces cristaux de barytine pour faire des datations. C'est la thèse de Peter Van Beck. Donc là, cette barytine, il y a eu quand même un travail très, très sympa qui a été fait par Françoise Legeleux et Jean-Louis Ress en 1996. Jean-Louis est quelqu'un qui... navigue au milieu des radionucléides comme personne, donc il connaît très bien thorium, radium, etc. Et il a toujours des idées, moi que je trouve absolument géniales. Et alors donc, il a, dans le cadre d'un programme d'océanographie français qui s'appelait Mélie, on était au large de la côte de Mauritanie. Donc il y a, devant la côte de Mauritanie, il y a une zone très très productive parce qu'il y a un upwelling, c'est-à-dire des remontées d'eau froide, riches, qui permettent d'alimenter une pompe biologique avec beaucoup, beaucoup d'activité biologique. Puis quand on s'écarte,
on va aller vers des zones de plus en plus pauvres en productivité. On a étudié le site eutrophe, le site mésotrophe, c'est-à-dire eutrophe ça veut dire très productif, mésotrophe moyennement productif, et puis oligotrophe, c'est celui où il n'y a plus du tout de productivité, ou presque, c'est-à-dire on est déjà arrivé très au large. Et à ce site-là, eh bien, il y a eu des prélèvements de faits, à la fois de filtration de matière, pour faire de la mesure de radium-228 sur le radium-226 sur des particules marines, donc tac, 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 tac ici. Et puis il y a eu aussi des mesures de fait dans des pièges à particules à 1000 mètres, à 2500 mètres et près du fond. Et là, la mesure que propose Peter, enfin qu'a fait Françoise Legeleux en l'occurrence, ça a été de mesurer le radium en excès sur ces particules, c'est-à-dire on n'est plus dans l'eau, on n'est plus à regarder le chronomètre, on est juste à regarder ce qui s'est fait attraper par les barytines. Juste ce qui s'est fait attraper par les barytines. Et bien ce que l'on observe, c'est que le rapport de radium dans les pièges, là, eh bien, c'est celui que l'on voit ici, dans les eaux de surface. C'est pas celui d'ici. Donc, contrairement au thorium qui lui échange tout du long dans la colonne d'eau, le radium, il est bien produit à cet endroit-là, à peu près, puis pouf, les particules, elles chutent, et jusqu'au bout, vous avez vraiment le témoin que la fabrication du radium, elle ne s'est pas faite exactement en surface, sinon ça serait ce rapport-là. Elle ne s'est pas faite ici, parce que sinon ça serait ce rapport-là. Mais dans les pièges à particules, ce qui est entraîné, c'est du radium qui s'est fabriqué à peu près. Alors on est à 300 mètres de profondeur. Alors je signale pour une jeune fille qui fait sa thèse sur la barytine, dans la pièce, si elle ne dort pas, qu'il y a eu des travaux ultérieurs de Peter Van Beck, que je n'ai pas le temps de vous montrer, qui ont montré qu'il pouvait se fabriquer aussi à 800 mètres. Il faudra regarder cet article-là, Nolwenn, parce que c'est pas systématique, on fabrique en surface et on envoie un petit peu plus bas. Ceci étant, une fois que la barytine elle est dans le sédiment, avec son radium, avec elle, c'est génial. Parce que si vous voulez dater dans le sédiment, vous avez le carbone 14, sauf le carbone 14, il a un temps une demi-vie de 5700 ans. Donc 5700 ans, 2 périodes, 3 périodes, bon, enfin. En gros, au bout de 9000 ans à un peu plus maintenant avec les temps des troncs, 15-20 000 ans, vous n'arrivez pas à dater des trucs qui sont plus vieux que ça. Sauf que les sédiments marins, ils se déposent très 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 lentement. Donc la plupart du temps, on est gêné de ne pas avoir un chronomètre. Et on peut aussi utiliser le thorium 230, je ne vous en ai pas parlé tout à l'heure, mais pareil, il arrive au fond, il se désintègre avec sa période de 75 000 ans, donc lui quand même il permet d'accéder à des trucs très vieux. Mais le radium il est vachement bien parce qu'il est à 1600 ans de période, donc il va être intermédiaire. Et donc ce qu'a fait Peter dans sa thèse, c'est qu'il a extrait la fraction dense de la particule. Alors pourquoi la fraction dense? Parce que la barytine, le barium ça vient du grec barus, et c'est l'élément chimique qui est extrêmement dense dans la colonne. Donc la barytine, c'est très très dense. C'est un petit cristal de barytine, ça pèse lourd, donc ça chute dans la colonne d'eau. Et donc quand il sédimente en profondeur, vous allez avoir le cristal de barytine au début qui arrive, et bien, il est riche en radium, et puis progressivement il perd son radium, et puis avec cette pente ici, on va pouvoir dater. Alors ça c'est l'âge carbone 14, et ça c'est l'âge radium. On va pouvoir dater le radium en excès. Et on peut aller très très loin et on peut faire donc, avec la pente ici, c'est toujours le même principe, une vitesse de sédimentation, 30 cm par millier d'années. Et donc c'est quelque chose qu'il a appliqué, en particulier dans des régions où on préserve mal le carbone, et en particulier dans le Pacifique équatorial, et où il a montré des choses très intéressantes. Alors, pour résumer ce que je vous ai montré sur le radium, les isotopes du radium, ce sont à la fois des chronomètres et des traceurs, à la fois pour tous les mécanismes côte large, en raison des périodes, le radium 228, le radium 223 et le radium 224 sont vraiment des outils extraordinaires pour quantifier les processus entre l'eau et le transport des fertilisants. Et puis après, l'identification des submarine groundwater discharge et de l'importance qu'elle peut avoir, avec le bilan de l'Atlantique qui était quand même assez troublant puisqu'il semblerait que ça double le flux d'apport des rivières en éléments chimiques. La formation de la barytine et comment on marque la formation de la barytine grâce aux isotopes du radium, et la datation et les taux de sédimentation. Je vous dis, c'est comme l'aspirine, ça sert à tout.
Voilà, donc j'ai fini sur le radium.